Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes de retour avec une nouvelle émission. Salut Jean-Claude. Pardon? Salut Jean-Claude. Salut! On Ben, est là. j'avais oublié de te saluer. Excuse-moi. On Les est de débuts retour. comme ça ne sera pas en première, puis c'est pas en première. puis C'est pas bien, c'est comme ça. C'est comme ça Non. ça passe. Ça passe très bien. Ah oui. Là, vous vous souvenez qu'ils viennent d'arriver à Baie-Saint-Paul. Le petit Paul était malade, puis L'annonce, sa conscription, là. c'est ça. Hein, ça l'a Puis rendu Madame malade. Germaine l'amène à Baie-Saint-Paul. Son mari, le capitaine de Meule, a une quinzaine de jours de vacances, puis ils viennent passer ça à Baie-Saint-Paul. Il disait dans ce temps-là, d'un navigateur, il débarque là, pour 15 Il jours. débarque pour 15 jours. Ah. En permission. Oui, c'est ça. Puis là, il était rendu, parce que Germaine avait crié, vous m'arrêterez sur le docteur Dufour, s'il vous plaît. Écoute, ben, heureusement, le bon médecin sortait de table à leur arrivée et la patronne eut au fait de lui décrire la situation. Docteur, quand vous aurez une minute, là, s'il vous plaît, faites-moi une belle lettre là, pour expliquer aux gens de l'armée que mon petit Paul est trop fragile pour la guerre. Madame Germaine, On peut pas le faire bon ça. médecin, vous savez très bien que l'armée a ses propres médecins et qu'il n'est pas à moi de leur dire si petit Paul est apte ou non au service militaire. Puis tout le monde va faire ça aussi. Bon. Docteur, reprit Germaine sur un ton un peu plus doux, avec vos beaux mots de docteur, là, décrivez petit Paul, sa tuberculose, ses 2 stages au sanatorium, puis vous me laisserez ça à la maison quand vous passerez. Faites ça pour moi, s'il vous plaît, vous êtes capable. Merci, bonjour. Viens-t'en, petit Paul, ajoute-t-elle Non. en prenant congé. Ça, c'est quasiment de l'influence. Hein? C'est de l'influence Ça indue. frise Ça l'influence. frise. Allez, docteur Dufour, ça Ouais. nous prend une lettre. Parce que le docteur Ben Dufour, tu as entendu parler, c'était... Surintendant de gars- l'hôpital. Hein? Il a été surintendant de l'hôpital aussi. Oui. C'était un gars très gentil, très aimable. Il pouvait faire à peu près n'importe quoi pour ses clients, pour ses patients. Sa petite valise au bout du bras, puis il battait la campagne, comme on disait dans le temps, puis il se promenait d'une maison à l'autre, C'est aller ça. voir ses patients. Très Il disponible. avait même fait transformer son auto, un siège de son auto pour que quand il avait besoin d'amener une patiente à son Cabinet. espèce de petit hôpital pour Ouais. la faire accoucher. Ah oui. C'était comme un lit qui se couchait, le siège, en tout cas, traduit en clair, le siège d'en avant du côté du halpeur, comme on dit en français, Ouais, pouvait se couchait pencher. pour permettre à une patiente de se coucher. Il avait fait à l'époque ce qui se fait aujourd'hui, en C'est fait. ça. Là. Exactement. Et il prenait, parce que vous vous rappelez, dans ceux qui ont lu mes livres, là, que dans le 2e tome, je décris un accouchement, puis dans le 3e aussi, là, l'accouchement du jumeau, en plus. Là, les gens ont impatient de savoir comment est-ce que Jean-Guillaume va réagir à cette demande-là. Là, hein? Là, on est accroché à la suite. Là. Ah oui, mais quand elle va suivre, mais pas là. Alors, là. ça s'en vient. Mais là, Jean-Guillaume, il est interpellé. Là. La surprise de Gabriel et de Léopold, quand ils virent descendre du taxi un petit Paul qui vint à la course se jeter dans leurs bras, fut telle que Gabriel prit un instant avant de crier presque « Vous aussi, belle maman! » que je suis content de vous voir en l'embrassant avant d'en faire autant avec le grand capitaine. Léopold avait eu le temps de dire à Thibault « On se préparait justement pour aller veiller à Saint-Hilarion. Il allait venir avec nous autres. » Il l'aida à porter sa grosse valise jusqu'à la maison, tandis que le capitaine payait le taxi et que Germaine tenait toujours le bras de sa belle-fille, qu'elle aimait particulièrement, lui expliquait en détail toutes les tribulations de son jeune protégé. Et Léopold serra la main du capitaine, embrassa sa mère et dit « Petit Paul, prends ton violon, on s'en va chez ton chum Jean-Marie. » Là, c'est parti. Jean-Marie, tu dois savoir que c'est le frère de Gabriel, le petit frère, le seul frère, qui reste à Saint-Hilarion, OK. qui s'en vont veiller là. Tout de même, il y a encore des petites aventures qui s'en viennent. Il obéit, mais pas avec son enthousiasme habituel. Point de suspension. Ouais. À Ça y Saint-Hilarion, tente, mais pas plus que ça, finalement. Bon.
Ils ont obéi, mais Ouais, ils sautaient pas de joie. ouais. À Saint-Hilarion, toute la maisonnée se berçait sur la galerie lorsque l'automobile de Léopold, sa nouvelle Plymouth 37, se gara sur le côté de la maison. Oui, dans un village, ou dans le village, ou dans un rang autour de Saint-Hilarion, là. Non, c'est dans la rue de l'église. En haut de l'église, OK. Il descendait, il rentrait dans la rue de l'église, puis il descendait, passait devant l'église, il descendait à côte, puis il arrivait, c'était juste en face de la boucherie. La boucherie. À M. Bergeron. Chez Bergeron, OK. On se situe. On se situe. On se situe. Ah, tu me feras On penser, a M. pris- Bergeron, Gabriel. J'avais On quasiment a pris envie de du te boudin conter- là, puis va donc, hein? J'avais quasiment envie de te conter quelque chose. Gabrielle, vous savez qu'elle sortait avec Léopold, puis ça a duré longtemps dans l'autre volume, avant qu'il décide de marier. Il l'a courtisé durant 2 ans. Et puis, à un moment donné, moi, je partais à Noël pour aller chez ma sœur à Québec. Puis Pauline avait oublié des commissions, elle était rentrée chercher des petits sacs pour emballer ce qu'il fallait. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Puis moi, j'étais juste en avant de la petite boucherie. Puis arrive une dame. Elle dit bonjour, M. Turcotte. Je dis bonjour, madame, vous allez bien. Elle dit Gabrielle, quand est-ce qu'elle se marie, elle? Puis j'ai dit Gabrielle, normalement, vous avez toutes les préparatifs qui sont là. Ils vont se marier au mois de mai, juin prochain, aussitôt qu'avoir fini l'école. Et moi, je dis pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Ben, elle dit c'est bien simple. Je m'appelle Gabriel Bergeron. Je reste à Saint-Hilarion. Tout le monde me demande quand est-ce que je me marie. Elle a pris sien, hein, l'énigme de ton roman, puis pas à peu près, hein? Ah. À Saint-Hilarion, tu me l'as maisonnée. On va la rire. On va continuer après. Après ça, on continue. Allez, excusez-nous. À Saint-Hilarion, toute la maisonnée se versait sur la galerie lorsqu'un automobile de Léopold, sa nouvelle Plymouth 37, se gara sur le côté de la maison. Bien sûr, les salutations furent amicales et se prolongèrent jusqu'à ce que la grand-maman, Bergeron, suggère d'entrer à l'intérieur, prétextant « Venez-vous-en, là, ça commence à fraîchir, là. Je suis plus fileuse que j'étais. J'ai eu 86 ans ce printemps, moi, là, oubliez pas ça, là. » ajouta-t-elle en tendant le bras à sa petite fille, Gabrielle. On les suivit tous à l'intérieur, alors que la belle Gabrielle obéissait à la demande de son père. « Serre-nous donc quelque chose, s'il vous plaît. » Elle tressaillit en déposant le cabaret sur la table. En effet, elle venait d'apercevoir une grande enveloppe brune, décachetée, adressée à M. Jean-Marie Bergeron, route de l'église Saint-Hilarion, comté de Charlevoix, PQ. Oh, Mais, ça lui parlait aussi, ça. là est conscrit. Ça lui comme parlait l'autre. aussi, hein, comme l'autre. La mère de Gabriel essaya bien de faire disparaître l'enveloppe, mais Paul avait eu le temps de l'apercevoir et dit à son ami « J'en ai reçu une pareille la semaine passée, moi, là. » Le sujet de conversation, bien que choisi tout à fait malgré eux, ne devait pas changer pour tout le reste de la soirée. Effectivement. C'est la effectivement. grand-maman qui répliqua la première Uh-huh. à la grand-mère. C'est l'armée là, qui va avoir notre petit garçon pour aller à la guerre. Là. Mais ça ne se passera pas comme ça. J'ai commencé à prier, puis j'en ai parlé à M. le curé, ajouta-t-elle en opinion de la tête, presque certaine de sa réussite et continuant d'accentuer le rythme de sa baisse de femme. Ah oui. Hein, les gagnés. Oui. C'est vrai qu'on pouvait s'intercéder à son pasteur dans ce temps-là, hein, dans ces situations-là. Il n'y a pas d'autre secours. Hein. Non, non. Il n'y avait pas d'autre secours. Ouais. Le médecin puis le curé du village. Ils allaient raconter leur peine au curé. Ouais. Eh oui. Puis le curé, bien, généralement, était doué. Il pour pouvait avoir un écouter. certain pouvoir politique aussi dans le temps. Il pouvait peut-être agir sur le député, lequel pouvait peut-être réagir au niveau du ministre. Bref. Mais pas pour la curé. conscription. La Non, mais conscription, c'était dans le très temps d'une paix, on l'a vu, par exemple. Ouais. Hein, une genre d'interme. C'était plus difficile, lui, il y Ouais. avait de la politiquerie. La politicoillerie, là. C'était bien par en Mais dessous, là. Dans ce cas-là, là, au milieu de la guerre 39-45, là, les méthodes s'étaient raffinées. Puis, ça prenait pas de temps que si tu avais été conscrit, tu avais été demandé pour te présenter à Valcartier, si tu n'étais pas là dans les 2-3 jours qui suivaient, La police militaire tu arrivait. arrivais, puis là, tu arrivais, on va dans le voir plus loin, je veux dire, tu arrivais à Valcartier,
assis sur le derrière d'un Jeep avec les deux, les menottés, les mains derrière le dos. Ouais. Ouais. Tu Il passes n'en par là. fallait- ben Autrement dit, ma ça femme passe par là. a dit tout ce qu'elle a dit, ce qu'elle pense. Là. Mhm. Il n'en fallait pas plus pour que Germaine explique elle aussi sa démarche et énumère avec conviction chacun de ses arguments. Le père de Jean-Marie, quant à lui, se fit un peu plus rassurant, plus positif en déclarant. Ils peuvent te jouer bien pas mal l'ôter, c'est le seul qui me reste pour travailler avec moi sur la terre. La belle excuse, hein, Ouais. c'est sûr. Pendant que tous et chacun, à l'aide de leurs argumentations personnelles, les deux principaux intéressés se tenaient là, debout, l'un près de l'autre, jusqu'à ce que Paul demande à Jean-Marie. C'est quand qu'ils veulent t'avoir, toi là? Il hésita un instant, vérifia en ouvrant la lettre et dit. C'est le 15 juillet. Ben, mais c'est la même date que moi, répondit Paul. Et Léopold ajoutait. C'est bien d'abord. M'a faire un voyage d'eau, fit-il en haussant les épaules. Ça ne devait pas plaire au premier, ça. Écoute bien la réaction. Beau génie! Répliqua son épouse en le fusillant des yeux. Ben, je crée bien. Hein? Beau génie, tant que tu voudras, répliqua son mari. S'ils sont pas là le 15, là, 2-3 jours plus tard, là, les Yempis vont venir les chercher, puis les amener à Valcartier, menottes aux mains, puis ben assis sur le derrière d'un Jeep. Et ils vont se faire traiter d'insoumis. Aussi, hein, ils voudront... Il ne disait pas, prenait pas le temps de dire Jeep, il disait un Jeep. Un Jeep. Un long silence suivit cette remarque raisonnable, qui fut cependant rompue par le capitaine Demeule qui leur demanda. Vous n'êtes pas encore partis, les petits garçons? Faites-nous donc un peu de musique. Ça va nous détendre un peu. Ouais. Et les deux futurs soldats de s'asseoir au salon, mais sans enthousiasme. Paul accorda son instrument sur l'accordéon de Jean-Marie, et les deux musiciens lancèrent alors un air très, très rythmé, presque endiablé, comme pour faire fuir cette réalité. Et tout le reste de la soirée, l'on énuméra chacun des jeunes des alentours, qui avaient déjà été mobilisés, ainsi que les 2 ou 3 autres qui avaient décidé de se cacher, c'est-à-dire se trouver un endroit sécuritaire où se retirer afin que la police militaire ne puisse pas les attraper. M. Bergeron en a même jusqu'à préciser qu'il connaissait 2 endroits où 2 personnes se cachaient depuis 1939, ainsi que toutes les précautions obligatoires que les parents devaient prendre quand il s'agissait de leur porter leur nourriture quotidienne. L'enjeu est sévère, là, par exemple. Hein? Là, l'enjeu est sévère quand tu deviens un insoumis puis que tu vas te cacher dans les bois ou en dessous des arbres. Hein? Mm-hmm. Donc, après ça, ils sont revenus dans la goudonnerie. Puis, le retour vers la goudonnerie s'effectua en commentant que M. Dufour était sans nouvelles de ses 2 fils mobilisés au tout début de la guerre, et qu'un autre de ses connaissances, des connaissances de M. Bergeron, dis-je bien, avait un fils porté disparu. Que de propos défavorables à la fragilité de notre petit Paul. On fait une pause maintenant. Oui, on va se OK, reposer. se reposer ta voix un petit peu aussi. Ça va faire du bien. À tantôt. On va à la pause, pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un Nous sommes de retour, messieurs, dames. Et le prochain titre, c'est Le temps des foins. Le temps des foins. Ah oui. Wow. Là c'est encore une grosse période forte Oui. de l'année, ça là. Toute la semaine suivante se déroula sans incident. Paul travaillait au foin avec les autres membres de la famille. Et l'on allait même aider M. Saül, le vieux voisin,
a engrangé un dernier voyage de foin tout juste avant un orage très violent. Puis le bon docteur Dufour, au retour d'une visite à Saint-Urbain, laissa à Mme Germaine une lettre dans laquelle il décrivait la maladie de Tipol, ses 2 hospitalisations, mais une lettre dans laquelle il se gardait bien d'émettre une opinion sur ses aptitudes à faire partie des Voilà. forces armées. Je vous dis la vérité, médicalement parlant, mais quant à sa capacité d'aller sur les fronts de bataille en Europe, là, cependant, c'est une autre paire de manches. C'est Je peux vous pas. autres qui déciderez ça. Je peux pas Ouais. dire ça. C'est ça. Il a été honnête. On voit l'intégrité du personnage. Hein? Non, oui, il a fait une lettre selon ses Un principes, vrai ses professionnel. façons de voir. Un C'est vrai ça. professionnel. Il ne peut pas cacher le côté médical du candidat, mais le reste, C'est ça. on verra. Comme tu dis. Madame Germaine relisait encore cette missive, bien dactylographiée par l'épouse du médecin et signée de lui-même, quand arrivèrent le dimanche soir Arthur et sa Marie-Louise dans la Ford 1935 qu'il avait acquise dernièrement. C'était une Ford de 2 portes, modèle coupé, avec un moteur V8 qui avait la capacité de grimper les côtes à vive allure. Certainement. L'auto s'était tout juste immobilisé que déjà, les bras en l'air comme à son habitude, Arthur criait « Salut le monde, comment ça va? » C'est Tipol qui répondit en disant « Madame Germaine, c'est Arthur. Je savais pas qu'il s'était acheté un char. » Moi non plus. Lui répondit celle qui s'inquiétait déjà auprès de sa fille de ne pas apercevoir les jumeaux. « Vous avez pas emmené les enfants? » demanda-t-elle à sa fille avant de l'embrasser. « Ils sont là, » lui répondit sa fille. Mais elle ajouta, « Arthur nous a installé un petit siège pliant là, en arrière d'une autre. » Ils dorment là. Puis, un peu plus bas, et elle ajouta, « Allez voir, là. Ils sont cachés, ils veulent vous faire faire un saut. » Les coquins. La grand-mère s'approcha, ouvrit la portière en disant, « Arthur, t'aurais pu t'acheter un char avec 2 sièges pour amener les enfants? » C'est à ce moment-là que le frère et la sœur... C'est à ce moment-là, dis-je bien, que le frère et la sœur se mirent à crier « Bert !» et sortirent de l'arrière du siège avant de l'enjamber de sauter dans les bras de leur grand-mère, encore tout ébahie. Pendant ce temps-là, Arthur avait déjà embrassé sa belle-sœur Gabrielle, s'était inquiété de ne pas voir Cécile et Michel. Léopold avait alors répondu. Michel y était marché de vendre du grand bois à son beau-frère du bas de la baie, qui veut agrandir la table. Et il ajouta, ils doivent être à la veille de revenir, là. Ils sont partis avec mon char, on sortait de la table. Le capitaine les salua à son tour, et Tipol, qui questionna ensuite. À cause, Arthur, que t'as un beau petit char noir à 2 portes? La réponse ne tarda pas. Ouais. Coup de banc. Pendant que tu étudiais, toi là, pour devenir mesureur, ben moi, je pratiquais pour devenir mécanicien. Puis Manoir, et sa femme qui appelle ça Noir, m'aidait à lire tous les livres de mécanique que je pouvais trouver. Pourquoi tu as décidé ça? T'es plus forgeron? Lui demanda encore le jeune homme en s'approchant de lui. Depuis que la guerre est déclarée, là, tu sais qu'il y a bien des jeunesses qui avaient des chars, puis qui sont partis l'autre bord. Oui, c'est ça. Depuis répondre Tipol, avant d'ajouter, même moi, là, faut que je me présente avant le quartier le 15 de juillet. Mais ça me dit pas pourquoi t'es plus forgeron? Ben, je forge encore pour aider mon père quand il y a trop d'ouvrages. Mais en plein été, là, comme c'est un site, là, toutes les machines marchent. Ils brillent, non seulement, puis ça prend du monde pour les réparer. Ben oui. Et notre nouveau mécanicien de lui expliquer en même temps qu'aux autres que l'appendice attendant à la forge avait été transformé en garage. Lui qui venait d'accepter une santé offerte par sa belle-sœur, comme il se plaisait à nommer Gabriel. Là, il faut que je te dise que je ne pensais pas qu'on irait si loin que ça aujourd'hui, parce que j'ai la façade que tu as déjà vue chez nous du garage
où Arthur travaille, OK. puis l'appendice sur le côté qui a fait. Fait que si. On verra ça dans une prochaine émission, Moi, c'est sûr. pensais qu'on apporte ça à la prochaine émission. On aura avec du la pompe à visuel gaz, puis tout ça. autre que le nôtre. Oh, Autre que le nôtre. ce sera des artefacts. Ouais. Nous, on n'en est pas. Non. On va prendre une gorgette à ça. Allez. Oui, souvent, hein, la boutique de forge dans un village, dans le temps, ça devenait aussi le garage du village. Hein. C'était un beau complément l'un l'autre hein, pour la fabrication des pièces et tout. Là. C'est justement comme ça que ça a commencé. C'est Ben important de préciser ça. Tu me fais penser. Parce que la plupart des forgerons sont devenus mécaniciens. Par la force des choses. Et on leur apportait des voitures avec une crevaison, un flat, comme on dit. Puis là, il a fallu qu'ils apprennent comment faire pour réparer ça, etc. En plus aussi que la forge occupe très souvent une place centrale, souvent à côté de l'église, hein, dans les villages à l'époque, très proche de l'église et du chœur. Alors, c'est très pratique à l'époque. Puis, comme à ce moment-là, on est encore en 42, il y avait encore énormément de chevaux. Puis, le père d'Arthur ne fournissait pas de ferrer les chevaux. Les routes sont encore très précaires. Précaires, très peu d'asphalte. Ou pas. Ou pas, souvent pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pas simple. Alors, effectivement, les voitures se font assez rares, de fait, mais ceux qui en ont, écoute, ça leur prend un mécanicien, c'est sûr. Bon, en plaisant, la belle Gabrielle continue. Léopold, mais il dit qu'on va montrer ça. Léopold est venu m'aider, là. On s'est creusé un pit, on a tout bien arrangé ça en ciment. Quand j'ai besoin de travailler en dessous d'un char, pour les briques, pour les changements d'huile, je n'ai pas besoin de travailler couché. Je travaille debout, dans mon aise. Eh oui. Ajouta-t-il tout fier. Puis, il continua d'expliquer que maintenant, il possédait une pompe à gaz, une pompe à essence, et que les coupons étaient de rigueur. C'est toutes des choses, les coupons que tu m'as donnés. Là. Les coupons de rationnement. Oui, on va rapporter ça la semaine prochaine. Ça, et puis la réplique du garage, la pompe à essence, l'appendice sur côté où on voit où ils ont travaillé pour préparer la place pour entrer les automobiles et réparer. Je crois qu'on a une affiche aussi hein, que tu as entre les mains pour l'enrôlement, hein, pour le recrutement des soldats, je crois. On regardera ça dans les artefacts. Là. Oui. Ça va rappeler des souvenirs aux gens qui nous écoutent. Là. Oui, on apportera ça. Je ne pensais pas qu'on irait si loin que ça dans cette émission-là. Des fois qu'on se trompe. La preuve, on l'a trompé. On sous-évalue. Oui. Hein, c'est ça. C'est correct. Puis là, il continua d'expliquer que maintenant, il possédait une pompe à gaz et que les coupons étaient de rigueur. Alors, c'est Marie-Louise qui remplit tous ces papiers-là du gouvernement, là. Elle passe gros de temps après ça. Une chance que je l'ai, moi, je ne serais pas capable de remplir ça, il n'y a pas de danger. Expliqua-t-il en la regardant. Et Tipol de questionner encore. Comme ça, tu fais plus d'argent en travaillant la mécanique qu'en forgeant. Le plus payant, mon petit garçon, là, c'est la réparation des flats. J'en ai toujours 2, 3 qui m'attendent. Puis il continua son explication en ajoutant que les pneus neufs étaient très rares, très, très rares, à cause de la guerre, et qu'il fallait les user jusqu'à la corde. Ces explications allèrent jusqu'à préciser. Des fois, là, il y a assez de patchs qu'une triple, là, que je ne sais pas comment poser à dormir. On les pose une sur l'autre. Si Paul l'écoutait la bouche ouverte. Et notre nouveau mécanicien de poursuivre ses explications quant à la fausse semelle que l'on plaçait entre le pneu et la chambre à air afin de la protéger. Et comme pour corroborer ses dires, Michel et son épouse arrivaient. La fausse semelle, c'est ce qu'on appelait le reliner. Ouais. C'était une fausse, c'était en grosse toile épaisse, là, parce que le pneu était usé, mince. C'était quasiment aussi mince que le reliner. Puis ça aidait pas, c'est pour ça que souvent le frottement faisait faire des crevaisons. Fait qu'en mettant ça, puis en faisant attention, ben on pouvait protéger les pneus. Parce que le seul, on va voir ça. On mettait ça sur l'extérieur du pneu. Non, l'intérieur du pneu. Ben oui. Entre
la tripe, comme on disait autrefois, là, entre la chambre à air et puis le pneu. Et le pneu. Oui. C'est ça qui protégeait. Un coussin. Il y avait, il y avait des trous un peu partout. Oui. Il avait fait des crevaisons. Des crevaisons. Comment? Jean-Claude, le temps commence à nous bousculer un tout petit peu. On va essayer de fermer notre thème d'aujourd'hui, notre récit d'aujourd'hui. On y va encore pour peut-être une couple de minutes, tout au plus, là. Hein? Et on a... Donc, continue. Non, je te laisse continuer. Ouais. Ah, là, ben, écoute, il va compter son voyage, Michel, et son épouse qui venait d'arriver. Quand je suis venu pour partir de chez ma sœur, dit-il, j'avais un flat en avant. J'ai mis l'espère. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé avant. Avoua-t-il en se dirigeant vers l'évier afin de se pomper de l'eau et de se laver les mains. Tu vois le dessin? La pompe à l'eau, la grosse brique de savon d'habitant. Oui, certain. On voit l'image. Ouais. C'est pas grave de répliquer Léopold. On s'en occupera demain du flat. Gabriel, s'il vous plaît, donne-nous encore un petit coup avant que j'aille montrer ma patente à Arthur. Un petit mitlon, par hasard? C'est pas un petit mitlon, là? Non, c'est pas ça. La patente à Arthur. Parce que moi aussi, je me défends pas mal dans la mécanique. Ah, un petit coup. J'ai compris un petit coup. OK. Tu sais que je lui ai dit? J'ai compris un petit coup, c'est pour ça. Ah! OK, excuse. Donne-nous encore un petit coup. Bon. Donne-nous encore un petit coup. Un coup, il voulait prendre un verre. Oui, c'est ça. Ça avant que j'aille montrer ma patente à Arthur. Ah oui? Parce que moi aussi, je me défends pas mal en mécanique. Puis là, Gabriel, elle ne voit pas ça de même. Allez d'abord voir vos patentes, comme vous dites, là, répondit la belle Gabrielle, avant d'ajouter, quand vous reviendrez, là, je vous en servirai un verre. OK, d'abord, de répondre son mari, avant d'inviter les hommes à le suivre. Puis là, on va arrêter ça après ce paragraphe-là, parce que je ne nommerai pas la patente tout de suite. Même le jeune fils d'Arthur, oui, on va s'en garder. Même le jeune fils d'Arthur, déjà âgé de 6 ans, était du nombre. Quand ils furent rendus à son auto, la Plymouth 1937 qu'il avait trouvée à Saint-Fidèle, grâce à Arthur, sous Ligory-Lafort, avait-il eu le temps de préciser. Bon. Ligory-Lafort. Puis là, ben, si tu es à Léopold, pas Léopold, c'est pas lui demande. Lafort, c'est son nom de famille. Ben non, c'est un sobriquet, il crie tout le temps, lui. Avec ça, ben, on va se dire à une prochaine, mon ami Jean-Claude. Hein? Tu as absolument raison. Il faut saluer nos auditeurs, tes auditeurs, hein? Parce que les gens sont accrochés à tes paroles. On va saluer nos auditeurs et on va leur dire qu'on va leur revenir. La date, je ne peux pas la préciser, mais on sait qu'on peut enregistrer à peu près tous les 15 jours. Vous aurez des émissions qui vont se présenter dans vos foyers à peu près continuellement. C'est ce que la belle jeune dame nous a dit tantôt. Alors, on se dit à une prochaine. À une Bonjour prochaine. chez vous. Salut le monde, à bientôt.